Bienvenue à Dijon, la capitale des Ducs de Bourgogne. On est dans le parc d'Arcy où on a rendez-vous avec Marie-Christine qui va nous emmener dans une balade à travers la ville. Et en cette période de Noël, on va passer une très chouette journée. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Oh, today was just a day, and you dealt with it okay. But tomorrow is a boy who needs to run. On a de la chance car c'est un Dijon tout blanc pendant les fêtes de fin d'année que l'on découvre aujourd'hui. Il fait un peu froid mais on s'est couvert chaudement car c'est une grande et belle balade qui nous attend. Et cette balade, elle commence dans le jardin d'Arcy. C'est ici que Marie-Christine m'a donné rendez-vous. Elle est guide ici, un métier tout naturel pour elle qui est tombé sous le charme de Dijon il y a de nombreuses années. Marie-Christine, tout est blanc, c'est magnifique. Ouais. Dijon au mois de décembre pendant les fêtes, c'est une ville coup de cœur et ça a été ton coup de cœur. Ah oui, vraiment. Quand tu t'es installée ici. Ah oui, vraiment, vraiment. On partait au ski avec mon mari, à l'époque on habitait à Paris. Et puis moi, Dijon, j'en rêvais parce que mon prof d'histoire de l'art me parlait souvent des Ducs de Bourgogne et tout, et j'en rêvais. Puis on s'est installé, on a pris un café sur une place, et puis il faisait beau, c'était l'hiver, mais il y avait un ciel bleu et tout, c'était super beau. Et puis après, on a eu l'opportunité de choisir une ville dans l'Est pour s'installer, on a choisi Dijon. C'est vraiment un... Voilà. C'était il y a combien de temps ça ? Bientôt 30 ans. Et tu es toujours là. Et je suis toujours là. Et j'aime toujours autant Dijon. Et alors, tu nous as proposé de commencer la balade ici. Ouais. Parce qu'il y a un personnage qui est important, c'est Monsieur Darcy, voilà. C'est ça ? J'aime bien Darcy. Darcy, en fait, il était ingénieur. Puis il a permis à la ville deux choses. D'avoir l'eau potable, donc ça c'est important à une époque où il y avait des épidémies. Et puis ainsi, Dijon a été la première ville en France pour la quantité d'eau fournie à ses habitants. Donc c'est quand même pas mal. Avant Paris donc. Avant Paris. Alors ambiance Noël, ambiance presque polaire, parce qu'on a un magnifique ours qui nous accueille quand on rentre dans ce parc. Il est très très joli. Ouais. Donc c'est un pompon. Voilà, alors c'est une copie de pompon. Ouais. En fait, l'original, je crois qu'il est à Paris, à Orsay. Et c'est une copie que la ville a commandée à un ami de pompon. Et c'est vraiment une très très belle œuvre. Oui, il est très beau, puis il a été important aussi dans la vie de l'artiste. Ben oui, parce qu'en fait, Pompon aimait beaucoup sculpter des animaux. Et puis un jour, il va faire cet ours en petit format. Et puis il avait un ami, Antoine Bourdelle, qui lui dit vraiment essaye de le faire en grand, quoi, parce que c'est super beau. Il aimait le mouvement, il disait que le plus important dans l'animal, c'était le mouvement. Alors il enlevait tout le superflu, les plumes, les poils, tout ça, ça servait à rien. Oui, puis il y a de la bienveillance. Alors c'est des formes très simples, et puis en même temps, voilà, c'est c'est très un peu pâteau, sans être pâteau. Enfin, j'aime beaucoup cette œuvre, vraiment. Le marché de Noël est installé et il est installé juste derrière votre arc de triomphe. Voilà. En fait, on l'appelle la Porte Guillaume. Ouais. Et souvent, c'est pratique pour les lieux de rendez-vous aussi, quand il y a les gens qui viennent à Dijon. Voilà, il y a des cafés, des restaurants. Puis il faut imaginer que de chaque côté de cet arc, il y avait les remparts de la ville. Ouais. Et donc c'est le centre-ville d'ailleurs de Dijon qui est classé au patrimoine mondial. Donc là, on rentre dans le vieux Dijon. Voilà. Que nous on dit le centre-ville. Voilà. On est toujours rue de la Liberté, on poursuit la balade. Et puis tu nous as arrêtés ici, devant cette particularité architecturale. Oui, c'est une échauguette. En fait, on en trouve un petit peu partout. On en trouve aussi sur les châteaux forts. Normalement, c'est vraiment défensif. En fait, on sait que ça vient de l'ancien français du terme escartiguer, qui voulait dire guetter, épier. Puis par la suite, à la Renaissance, c'est plutôt devenu un moyen de montrer qu'on était riche, important. Ouais, c'est très chouette. Et alors, on est aussi donc, un carrefour où il y a à la fois ça et puis et des maisons à pans de bois, qui sont les maisons à colombage en fait. Ouais. C'est la même chose. Sauf qu'ici, c'est vrai, on dit plutôt maison à pans de bois. Et donc, oui, voilà, ce type de maison. Et ça, c'est vrai que c'est important. Souvent, les gens imaginent que c'est typique d'une région. En fait, c'est vraiment typique d'une époque. Et donc, on construit avec les matériaux que l'on a. Et donc, on a de la pierre en abondance, puis du bois. Alors là, il y en avait plein autour de Dijon. Donc voilà. Alors, c'est quelle époque ? Là, on est au Moyen-Âge, on est du 15e. Puis on en a d'autres dans Dijon.
En général, c'est 15e, 16e. Et puis les gens ne payaient en fait un impôt à la surface occupée au sol. Donc c'est vrai qu'on essayait Ça permet de gagner un petit peu. Voilà, et puis on sait aussi que les charpentiers construisaient étage après étage. Et Dijon, c'est la tradition du vin. Oui, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a été classé au patrimoine mondial. Et puis là, on le voit bien puisqu'on voit ce jeune vigneron qui est en train de fouler du raisin. Alors on l'appelle le barrezé. Barrezé parce que, tu vois là en fait, il est en train d'écraser du raisin. Ouais. Alors ce raisin, c'est notre pinot noir. Le pinot noir. Le pinot noir avec De lequel Bourgogne. on fait tous nos vins rouges. Et puis le pinot noir, il faut l'écraser pour que la pulpe et la peau soient en contact. Pour que ça ait la couleur rouge, Voilà, effectivement. la couleur, elle est sur la peau. Donc en fait, les jeunes gens, ils écrasaient comme ça, ils foulaient. Et puis au bout d'un moment, ça leur faisait comme des bas roses. Et donc avec D'où le l'accent- nom Barrezé. Et donc on appelle cette place la place du Barrezé, alors que le nom officiel, c'est François Rude. Qui est le nom du sculpteur, c'est ça? Voilà, le nom du sculpteur, tu sais, qui a travaillé à l'Arc de Triomphe à Paris, qui a fait cette œuvre exceptionnelle, le départ des volontaires. Donc il est né là dans la rue. Et qui est né ici. Qui est né à Dijon, il est dijonais, Formidable. tout à fait. On arrive au hall, qui est un bâtiment avec une charpente métallique peinte, c'est ça? Oui, C'est très joli. Là, ça a été restauré dans les années 90. Oui, c'est des halles qui sont restées des oui, vraies halles. voilà, tout à fait. Bah, on peut Tiens, rentrer. je t'emmène. Oui, viens voir. Ah oui, c'est magnifique. Alors Ouais. là, il n'y a pas de marché parce qu'on est lundi. Voilà. les Et marchés. donc, c'est un bâtiment qui a été construit quand et par qui? Alors en fait, il date de la deuxième moitié du 19e. Et ce qui est amusant, c'est que Gustave Eiffel avait fait un projet pour ces halles. Parce que qu'il Gustave est d'ici. Eiffel est dijonnais. Il est né ici en 1832. Et il a proposé pour sa ville natale un projet. Et la ville l'a trouvé très beau, mais un peu cher, semble-t-il. Alors Eiffel a été très déçu. Et puis dans une lettre qu'il a écrite à ses parents, il a dit qu'il avait bien vu que son projet plaisait et que peut-être on allait s'en inspirer. Donc voilà, on s'est peut-être inspiré des halles Il y a d'Eiffel. peut-être un petit esprit d'Eiffel qui Voilà. règne Et donc ici. l'architecte qui a fait ceci, qui a conçu ceci, s'appelait Weinberger. Toi, tu viens ici faire tes courses Ouais. Quand je peux, je viens ici. Et puis là maintenant, saison touristique un peu diminue, donc je vais pouvoir un petit peu plus et j'aime bien faire mes courses. Parce que tu habites dans le centre-ville. Voilà, j'habite pas très loin, un petit peu. 1 kilomètre de l'église où je vais t'emmener voir. Tu vois, que je vais t'emmener voir maintenant, donc c'est pas loin. Bon, alors on va découvrir l'église. On y va? La fameuse église Notre-Dame, Ouais. avec son jacquemart. Voilà, et c'est vraiment une très très jolie église du XIIIe. Et puis qui est amusante, enfin intéressante, la façade. Regarde, tu vois, tu as des gargouilles, Oui. tu as des petites colonnes. Et puis on sait qu'une de ces gargouilles est tombée sur la tête d'un monsieur. En Et tout il cas, paraît même que la gargouille qui est tombée sur lui représentait bien sûr, un bah usurier, oui, c'est ça, hein. c'est ça qui est rigolo dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, après ça, on a eu peur, on a retiré toutes les gargouilles de la façade. Donc les gargouilles de la façade ont toutes été refaites en 1860. Elles ont un usage plus décoratif Oui, que parce que utilitaire. hein. Normalement, l'utilitaire, c'est rejeter l'eau de pluie. Mais tu imagines, ici, un jour de pluie, on prenait une douche en dessous. Donc c'est pas ça. Ouais. Donc en fait, on dit qu'elle représentait tous les vices que l'on pouvait avoir. Et comme ça faisait Et oui. appréhender Il y en a beaucoup, des l'au-delà. vices, hein. Il y en a beaucoup. Il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Alors il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est cette chouette qu'on trouve Et par oui, terre. et oui, en fait, c'est le parcours de la chouette. Et ça a pris le nom d'une petite chouette que je vais te montrer, qui est notre porte-bonheur. Viens, je vais te montrer, elle est près de l'église. Super. Et donc elle est là. Et Elle est voilà. petite en fait. Et oui, c'est une petite chouette. Alors, on dit que c'est aussi un hibou, hein. Mais bon, nous, on a la tradition, c'est de l'appeler une chouette. Alors, l'idée, c'est ça, c'est de la caresser pour faire ton vœu. Tu la caresses de la main gauche en faisant ton vœu et en tournant le dos à la petite salamandre ou au petit dragon, qui est là, parce qu'on dit qu'autrement, il prendrait ton vœu. Ok, Donc, je me mets voilà. comme ça alors. Voilà, exactement. Voilà, Tu te mets comme ça j'ai et tu fait fais mon ton vœu. vœu. Et voilà, c'est bon. Donc, tu reviens à Dijon après. Le parcours de la chouette, il commence ici, c'est ça? Non, en fait, à l'office de tourisme,
Donc, tu vois, là, le rectangle avec un numéro, ben, on se reporte sur un petit livret. Bah, tiens, regarde d'ailleurs, je l'ai pour toi. Regarde, merveilleux. le parcours Merci. de la chouette. Donc, Le en fait, parcours tu de te la chouette. reportes sur ce livret, puis Ouais. tu as les explications à chaque fois qu'il y a un numéro. Et tu suis, en fait, les triangles. et et puis puis, il y a comme même ça, des ça te flèches permet et de te tout. repérer en ville. Et puis, il y a 4 parcours. Donc, voilà, c'est très pratique. Super, merci beaucoup. Et alors la suite, c'est par là? Oui, la suite, c'est par là. Comme ça, il faudra absolument que tu ailles là, dans la maison Millière, avec Jean-François Lyoté. Et cette maison, elle est superbe, elle est du 15e. C'est une maison de commerçant avec une très jolie cour. Puis l'intérieur, avec le bois apparent, c'est vraiment très beau. Si c'est vraiment très beau, autant y aller tout de suite. On en profite pour se mettre un peu au chaud. Nous sommes accueillis par Jean-François, le maître des lieux. Artisan d'art, collectionneur, commerçant, mais surtout passionné par sa ville et la fameuse chouette. La chouette, on la retrouve aussi ici, chez toi Jean-François, parce que tu as aussi un passé. Alors tu es installé dans cette magnifique demeure, mais avant ça, tu as été artisan d'art, c'est ça? Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve cette jolie boutique. Exactement, Charlotte. Après mai 68, je suis parti sur la route. J'ai vendu mes petits bijoux à la sauvette. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai fait mon métier. J'ai rencontré Lydia, ma femme. Je vendais un soir de Noël à Nancy. Et là, tout de suite, Le coup de foudre? là, oui, un flash. Alors là, je me suis dit, et si c'était elle, avec pudeur. Et alors Dijon, c'est arrivé quand? Quand est-ce que vous êtes tous les deux installés? Moi, je suis originaire de Dijon. Ah. Alors, Lydia est de Nancy. Donc, on Et est donc un le peu... cocon s'est construit ici? Oui, exactement, tout à fait. Ouais, ouais. Et puis on est bourguignon, lorrain dans l'âme, il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'âme bourguignonne justement? Alors là, c'est comme, c'est comme je vous disais tout à l'heure, comme les climats, il y a de la diversité. Et alors la tradition de l'accueil aussi, hein, on peut le dire, dès qu'on est arrivé chez toi, Ah oui. bon bah tout de suite, voilà, Oui. on a été bien accueillis, Ça, c'est on s'est important. senti bien. C'est important parce que la Maison Millière, ce n'est pas qu'un lieu marchand, c'est aussi un lieu de vie. On y rencontre vraiment le monde entier et on prend notre temps de discuter quelques minutes avec une personne, refaire le monde et de partager, d'échanger. Et je crois que quand ils retournent chez eux, peut-être qu'ils gardent l'image d'un beau sourire. Alors voilà notre La petit cour. jardin. Magnifique. Qu'on appelle le merle chez qui j'habite. Le merle chez qui Oui. j'habite. Oui, oui. Et pourquoi? Ah ben, on a laissé notre petit panneau là. Ben, en fait, dès le début, le matin, bonne heure, il y a un merle, toujours seul, qui vient. Et alors il est toujours là. Eh ben, c'était il y a 20 ans, Ouais. François. Maintenant, ça doit être sûrement ses petits-enfants, peut-être. Mais voilà. Donc, comme il était là avant nous, on a gardé ce nom. Le nom de la cour. Oui, oui. Alors, on retrouve aussi des morceaux de l'architecture d'origine, parce que c'est un bâtiment assez exceptionnel. Même pas. Ici, c'était l'entrepôt du quincaillier. On voit sur les différents étages. Et c'était tout gris, que du béton. Donc, obligatoirement, il a fallu donner la notion d'espace, un ciel. Quoi mettre sous le ciel? Un paysage. Quel paysage? La Bourgogne, quoi, en Bourgogne. Des vignes, des châteaux, des ballons, etc. Et tout là-haut, des oiseaux, des hirondelles, de petits moineaux que je suis allé dessiner personnellement. Alors le bâtiment, il est intéressant parce que ça mélange plusieurs époques en fait. Oui, en fait, il y a 3 corps de bâtiment. La maison Millière, c'est la partie avant, à pans de bois, et puis tout le challenge, ça a été de faire communiquer. Donc, classer monument historique extérieur et intérieur, c'était pas évident. On voit que la chouette est très présente. Dans ton restaurant, il y a aussi, enfin dans la partie salon de thé, des tableaux où on la voit représentée. Et puis elle t'a inspiré toi aussi dans tes chansons. Oui, effectivement. J'ai fait une chanson qui s'appelle « La chouette se lâche », parce que le 5 janvier 2001, elle était attaquée à coups de marteau par un abruti. Donc elle a été protégée, elle a été rénovée et c'était l'occasion parce que, vous savez, quand on prend un coup de marteau sur la tête, on devient un petit peu zinzin. Alors, elle pète les plombs, elle boit cul sec, elle interpelle les mecs pour les vœux. Elle a le monopole, menace la salamandre de lui faire le vol. La chouette se lâche. Avouez que ça aurait été dommage de rater ça. En me raccompagnant, Jean-François me retient encore quelques instants pour une dernière histoire. Figurez-vous qu'un personnage très célèbre s'est lui aussi assis sur ce banc. On a eu l'honneur d'avoir eu un film, un chef-d'œuvre,
Gérard Depardieu a eu un César pour ce film-là. Il s'appelle Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rapneau, avec Anne Brochet. Magnifique histoire que je ne me lasse pas de raconter aux ados pour les aider à vivre, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un type qui avait un gros pif, disgracieux, complexé à mort. Ados, on est tous un peu complexés. Moi, j'étais mince comme tout, c'est vous dire comme là. Ouais, ouais. Et il a su transformer son handicap en atout. Il est devenu poète. Pour séduire Roxane, il a eu une vie de hardiesse et au final, de panache. Et alors on est assis sur le banc sur lequel Gérard Depardieu s'est assis quand même. Oui, et puis Vincent Pérez, etc. Tu l'as rencontré toi, Gérard Depardieu? Non, mais ma fille est passée pendant le tournage et elle a été gratifiée, je ne sais pas s'il s'en souvient, je ne pense pas, d'un quand il l'a toisé de haut en bas. Bon, c'est la fierté de la famille. Sailing with no destination, roam the open ocean, singing, where is my heart? 'Cause I've been wondering where you are. Dijon, elle est surnommée la cité des ducs, les ducs de Bourgogne. Voilà. Et on est devant leur palais. Voilà, donc là c'est le palais du troisième des ducs, Philippe le Bon, celui dont on a la statue ici. Mais il y a le premier duc, Philippe le Hardi. Bon, ils ont tous des surnoms comme ça. Hein. Philippe le Hardi. C'était très courageux à l'époque. Voilà, Philippe le Hardi, lui, c'est le fils du roi de France, du roi Jean de Lebon. Ouais. Philippe le Hardi, quand il devient duc, il fait construire la tour que tu vois là-bas. Tu vois qu'il y a un aspect un petit peu donjon. Et son petit-fils, Philippe le Bon, fait construire ce palais. Et ce palais, là, on a de la chance, c'est qu'on voit la façade nord. La façade sud, elle est cachée par un bâtiment classique que je te montrerai après. Et à l'intérieur de ce palais, tu as donc le musée des Beaux-Arts, et puis c'est aussi la mairie de Dijon. Oui, c'est vraiment le centre, enfin le cœur de la ville, et c'est ici qu'on peut visiter pas mal de choses aussi. C'est vraiment l'étape importante aussi quand on vient visiter Dijon. Oui, parce que franchement, là, voilà, en plus tout a été vraiment rénové. Ouais, c'est super beau. C'est beau, hein, là. Donc, tu vois, là, en plus, ici, on voit bien toutes les pierres. On en parlait tout à l'heure, hein, l'hôtel de Vauguier. Là, tu retrouves bien la pierre de Bourgogne. Puis, tu vois, les petites fenêtres, là, c'était les fenêtres qui éclairaient les caves. Parce que les ducs adoraient les vins. Hein, vraiment, ils en avaient beaucoup. Hein. Et puis, les moyennes, ça éclairait le cellier. Aujourd'hui, le cellier, c'est la salle des mariages. Et puis là, c'est la salle des festins où se trouvent les tombeaux. D'accord. Et cette tour, celle-ci, elle a une particularité C'est la tour construite donc par Philippe le Bon, pour vraiment montrer son importance. Et on dit qu'il s'est inspiré de la tour que son père avait fait construire dans son palais, hein, la tour Jean sans peur à Paris. Alors cette tour, elle fait 46 mètres. Et puis on peut monter, on a 316 marches, donc si tu as le courage, eh bien... Et normalement, par beau temps, je précise bien par beau temps, tu vois jusqu'au Mont Blanc. Tu revois la tour là dont je viens de te parler, avec les 316 marches. Ah, donc j'espère que tu auras l'occasion de revenir pour aller voir cette tour d'ailleurs. Hein. Ne serait-ce que pour muscler un peu les cuisses. Et puis tu vois autrement le palais. Devant ce palais médiéval, tu vois ce palais classique, construit à l'époque de Louis XIV, à partir du plan de Jules Hardouin-Mansart, l'architecte de Versailles. D'accord. Donc il y avait vraiment une volonté de conserver le palais médiéval, donc il est bien là. Il est juste englobé dans le palais classique. La plaque qu'on voit devant, elle fait référence au classement à l'UNESCO pour le climat, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc on a installé ceci. C'est nos climats de Bourgogne, c'est nos vins, c'est nos vignes. En fait, il y a 2 classements à l'UNESCO. Hein, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, le premier, c'est parce qu'on a été choisi comme ville représentative du repas gastronomique des Français. Une des villes, hein, il y a 4 villes, une des villes, et puis l'autre chose, c'est les climats de Bourgogne dont tu viens de parler. Et c'est ce qui fait qu'il y a un projet de cité, c'est ça, dédié un peu à la gastronomie. Voilà, alors plus que projet, là, normalement, les travaux devraient s'achever en 2019, et donc il y aura cette cité de la gastronomie et du vin. Donc il faudra que tu reviennes pour la visiter d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, ça fait une bonne raison de revenir à Dijon. Merci beaucoup Marie-Christine. Je t'en prie, c'était un plaisir. On a passé une belle journée avec toi. Oui, vraiment. On se quitte ici. Et puis peut-être à bientôt à Dijon. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est ici que l'on quitte Marie-Christine et je dois avouer que je serais bien restée des heures avec elle tellement elle est passionnante. Mais pour l'heure, je suis attendue au musée de la vie bourguignonne. C'est Noémie qui m'accueille dans cette plongée dans la Bourgogne rurale du 19e et 20e siècle.
Noémie, on rentre dans une pièce qui est très liée à l'histoire de ce lieu, c'est ça? Oui, exactement. Donc ici, on est dans une pièce qui présente une grande partie des objets qui proviennent de l'apothicaire de l'Hospice Sainte-Anne, qui a été un pan de l'occupation de ce site. Donc une occupation religieuse, médicale. Arrive un personnage qui va avoir un rôle déterminant dans l'apparition de ce musée, en fait. Oui, exactement. Alors le musée a été installé ici autour des années 1980. En revanche, la collection a été amorcée bien plus tôt parce que la quasi-totalité du rez-de-chaussée qui présente la vie en Bourgogne rurale, à partir du milieu du 19e siècle, a été rassemblée par un seul homme qui s'appelle Perrin de Puy-Cousin et qui a donné son nom au musée et qui s'est rendu compte que son siècle était vraiment en train de changer. Il a d'abord commencé sa collection avec des lampes à huile au moment où l'éclairage au gaz est arrivé. Il a vu le changement comme ça arriver. Et il s'est dit, il faut garder une trace de tout ça. Exactement. Et ensuite, c'est devenu de plus en plus systématique et il a conservé, en voyageant à travers toute la Bourgogne rurale, tout un tas d'objets qui, pour lui, étaient représentatifs du siècle qu'il a vu naître. Qu'est-ce qu'on trouve, par exemple, dans ce musée? Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a énormément. Alors, Perrin de Puy-Cousin a collecté beaucoup de meubles, beaucoup d'objets, mais ce qui est aussi remarquable, c'est tous les costumes traditionnels qu'on a dans le musée. Il y a aussi beaucoup d'objets du quotidien. On a vu des choses sur la moutarde, par exemple, très liées à l'histoire de la ville. De Dijon, oui. Alors c'est vrai qu'il est constitué de deux parties. Le musée, il y a la vie à la campagne, mais il y a aussi la vie du Dijon industriel avec des anciens commerces, puis les incontournables crème de cassis, pain d'épices et moutarde qui sont bien représentés ici aussi. Oui. Alors moi, je suis assez gourmande. Est-ce qu'en termes de pain d'épices, il reste des choses assez sympathiques à voir dans ce musée? Dans ce musée, il y a pas mal de choses. Puis il y a une marque qui est notamment très célèbre, qui est Mulot et Petit Jean. Donc on a pas mal d'objets qui viennent de leur production. Et puis sinon, il y a aussi la biscuiterie Pernod dans le magasin qui est reconstitué, qui a pendant un temps commercialisé ce pain d'épices, entre autres choses, parce qu'il y avait énormément de biscuits, mais on a aussi ces preuves-là. Oui. C'est une entreprise qui a été extrêmement importante Très ici, importante localement, exactement. Une grosse entreprise où il y avait énormément de salariés et surtout qui avait quand même une renommée assez large. Et elle a été présente à l'exposition universelle plusieurs fois, etc. Donc c'était une entreprise importante. Cette boîte a fait le tour du monde. Incroyable! Oui, en effet. Donc c'est une boîte qui a réellement voyagé autour du monde, qui représente bien ce qu'a pu être la biscuiterie Pernod. Donc parce qu'ils vendaient un peu partout et puis aussi j'imagine que c'était pour montrer que les biscuits conservaient longtemps. Alors les biscuits se conservaient effectivement très longtemps, comme leur nom l'indique, c'est cuit 2 fois les biscuits, donc il y a très peu d'eau et ça se conserve très bien. Alors on retrouve même ici des biscuits d'origine qui datent de cette époque-là, c'est incroyable, donc ils sont toujours... Ils sont toujours ici, en forme. Oui. Ils sont plutôt en forme, ils sont directement cousus dans les plaques. C'est ce qu'on appelle un meuble catalogue, ça. Et en fait, quand on ouvre les tiroirs, on a tout un tas de biscuits qui sont conservés à l'intérieur. C'était pour montrer les modèles? Oui, c'était pour montrer des modèles et puis on pouvait aussi en commander et on recevait ces colis qui sont restés très célèbres. C'est une entreprise qui a innové avec ça, c'est ça? Oui, c'était très innovant et c'était très pratique. Ça s'appelle le Postal Pernod et ils ont vraiment utilisé la poste pour pouvoir envoyer leur colis par correspondance. Ils ont été les premiers aussi, ou parmi les premiers à faire du marketing un petit peu. Je vois qu'il y a des objets Pernod sur les côtés. Alors il y avait beaucoup d'objets effectivement qui se collectionnaient et ils ont aussi une grosse campagne de communication, d'affichage. Il y a énormément d'affiches qui sont restées aujourd'hui. Mais effectivement, ils avaient un goût et un talent pour la communication. Oui. Alors, il faut préciser qu'en fait, dans le musée, on retrouve plusieurs boutiques de cet ordre-là. Alors, pas forcément des biscuits, il y a des fourrures, il y a l'herboristerie, boucherie, voilà. Il y a vraiment tout un panel. C'est ce qu'on appelle la rue des anciens commerces. Puis ça se veut être le reflet du Dijon industriel. Donc, c'est vraiment la vie en ville qui est représentée. Là, on est au cœur de la collection originelle de Perrin de Puy-Cousin, c'est ça? Voilà, alors c'est ce cortège des âges de la vie, c'est comme ça qu'il a été appelé. Il s'appelle cortège des âges de la vie parce qu'on peut suivre le même personnage. Ici, on lui a donné un petit nom, on l'a appelé Églantine. Et là, on peut suivre Églantine depuis son baptême, dans sa belle robe de baptême, toutes les étapes importantes de sa vie, les rites de passage qui pouvaient exister au XIXe siècle, jusqu'à ce qu'elle devienne une vieille dame. Donc on a la communion, les fiançailles, le mariage,
Et puis surtout, c'est des costumes qui sont vraiment d'époque. Oui, ce sont des très beaux costumes qui sont bien conservés, qui sont d'époque, tout comme les mannequins, qui datent aussi de cette période. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent avoir un aspect un petit peu particulier. C'est pour ça aussi que la luminosité est assez faible, c'est pour la préservation des Voilà, costumes, ça permet effectivement de les préserver parce que ça s'abîme assez facilement. Mais on a la chance d'avoir une très belle collection en ce qui concerne les costumes et aussi en ce qui concerne les coiffes, parce qu'on a pu conserver de très belles coiffes typiquement bourguignonnes. Merci beaucoup Noémie de nous avoir fait découvrir ce lieu assez incroyable. C'était un plaisir, je vous remercie. Merci infiniment. Merci à vous. C'est donc ici que s'achève notre premier épisode sur Dijon et la Bourgogne. Dans le prochain épisode, on vous parlera de gastronomie. Sur ce territoire, ça s'impose. En attendant, vous pouvez revoir toutes ces belles rencontres sur notre site terredefrance.tv.